Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute de construction de logiciels avec la plateforme .NET. Mon nom est Mario Cardinal. Je suis avec Guy Barrette. Salut Mario, ça va bien? Oui, ça va bien, Guy. Et aussi notre invité, James Lapanne. Salut Guy, salut Mario. Salut! Va bien? Oui, ça va très bien. Même s'il pleut dehors. Ah, mais écoute, l'hiver, hein, c'est de la neige, hein, c'est du ski. Moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'il y ait de la vraie neige pour qu'au moins il fasse beaucoup moins sombre. À partir là, à 4h30, il fait noir. Puis c'est un peu déprimant. Tandis que quand on a de la neige, au moins, ça va être Ouais, mais illuminé. t'aurais dû voir ça il y a 2 semaines à Vancouver. Ouais, c'est ça. Et quand nous, là? Ouais, il y a plu toute la semaine, du début jusqu'à la fin de la semaine, là. Je veux dire, Je pensais que t'étais pour nous dire que t'en avais profité pour aller faire du ski à Whistler ou quelque chose comme ça. Non, pas du tout. J'étais enfermé dans ma chambre d'hôtel en train de me préparer. D'ailleurs, ce que tu racontes, c'est que tu fais une tournée presque pan-canadienne à donner de la formation sur Visual Studio de 2008. Guy Barrette, Canadian Tour. Je suis parti de Vancouver pour arrêter à Mississauga pour ensuite faire un petit croche à Québec pour autre chose et puis Montréal la semaine prochaine, ouais. Mais Québec, moi, j'étais là hier. Je suis allé donner une conférence. Il y avait Microsoft organisait en tout cas une session de formation pour les architectes là-bas. Puis, j'ai eu du plaisir. C'était au Musée des Beaux-Arts, donc j'en ai profité pour aller voir l'exposition sur Picasso. Donc, allier l'utile à l'agréable. En tout cas, je dis jamais non à ça. Puis, mais là, faut vraiment que je finisse ma présentation pour le DevTeach qui s'en vient dans... Comment ça? C'est pas fini? Non, moi, c'est pas fini, là. Je suis dans... Aïe. On part pour DevTeach qui est à Vancouver. Donc, moi, je vais avoir été à Vancouver 2 fois dans le même mois. Mais tu sais, Guy, comment est-ce que je suis? Au lieu de prendre une session que j'ai déjà faite, moi, là, de cet ainsi, cet automne, je tripe beaucoup sur un produit qui s'appelle NDepend, donc j'ai décidé que je ferais une session là-dessus. Ça me force aussi à explorer le produit dans sa totalité. Puis, je peux pas dire que je suis malheureux de ce que je découvre, je trouve fabuleux le produit, mais là, il faut vraiment que je me package tout ça dans une vraie formation formelle, donc on aime ça vivre un peu dangereusement, mais ça fait partie du plaisir de la chose. Mm-hmm. Je pense que tu connais ça, James. T'as des petits sourires. Là. Toi, quand t'as été longtemps à faire ton doc, à avoir des présentations préparées à la dernière minute, on connaît ça. Hein? Oh oui. Ça s'appelle des longues nuits juste avant. Faut pas... Le trac le lendemain aussi. Il faut faire ce qu'il faut pour que ça marche. James, la formule est simple. On commence toujours par reviser avec toi ta biographie pour que les auditeurs te connaissent un peu mieux. Ensuite, on traite du sujet à proprement parler. On peut en profiter entre les deux faire le pont. Comme ça, Guy peut s'assurer de sauvegarder nos fichiers pour être sûr que si jamais il arrive un malheur, qu'on perde pas tout. Non, mais... Ça fait longtemps que ça nous est pas arrivé hein, de perdre un bout d'émission, donc on se croise les doigts. Là. Ouais, ça c'était au tout début, une des 2 ou des 3 premières émissions. Là. À l'époque, le gars qui nous aidait, il avait un problème d'hardware, donc c'était intermittent. Ça a pris au moins une couple de semaines avant qu'il spot le problème et qu'il le résout. La seule chose, j'ai mon nouveau laptop puis j'avais des petits problèmes avec le pilote de la carte réseau qui faisait des close screen intermittents sur mon Vista. Alors je l'ai updaté là, puis on va voir. On va se croiser les doigts. À date, en tout cas, ça tient la route. Ouais. James, tu travailles chez CGI. Oui. Une toute petite firme qui est pas basée, plus basée vraiment à Montréal. Hein. Je pense que le siège social de CGI, c'est où maintenant? Non, c'est encore à Montréal, C'est sur la rue Sherbrooke. Puis ça fait quoi? Presque 2 ans maintenant? Oui, presque 2 ans. J'étais dans le groupe .NET, de la pratique .NET chez CGI Montréal, puis là, je suis rendu dans le groupe de transformation d'affaires puis d'architecture d'entreprise. C'est ça, en tout cas, ce que je comprends, c'est qu'il lâche pas de te donner des défis. Hein. Il dit, lui, il est capable d'en relever, on y en donne. Non, en fait, CGI me donne la latitude de pouvoir m'impliquer dans la communauté, donc j'en prends avantage. C'est correct. D'ailleurs, moi, je t'ai rencontré il y a quoi, 1 mois maintenant, t'étais à la conférence Opsila. Oui.
t'étais un des panélistes sur justement un panel qui traitait de Domain Specific Language, qui bizarrement est le sujet de notre conversation aujourd'hui. Comme par hasard. Tout de suite, hein, dans nos idées, là. En fait, c'était un panel assez intéressant, là. Il y avait, tu sais, des belles échanges, puis aussi d'avoir Brand Select sur le panel, ça donne une petite saveur. Pour les auditeurs qui connaîtraient pas cette personne-là, brièvement, c'est quoi son profil ou... Ben, c'est un Distinguished Engineer chez IBM, qui a plusieurs années, je dirais environ une trentaine d'années d'expérience, puis c'est comme le co-chair de UML 2.0 OMG. Donc c'est quelqu'un de très connu dans le milieu du MDA. C'est pas pire, hein, quand on se retrouve assis à la même table que ces personnes-là à discuter de sujets. Mais pas pire, mais c'est très... ça donne le trac. Oui, c'est stressant. Ouais, tu tournes la langue 7 fois avant de parler. Écoute, tu t'as pas encore terminé ton doctorat, mais ça s'en vient, je pense. D'ici la prochaine année, là, c'est long, hein, surtout vers la fin, là, mais là, on est pas mal proche de la fin. C'est là. ça, quand tout à l'heure, je te disais, hey, t'as terminé? Tu te disais, non, il faut que je finisse de rédiger, puis le plaisir de finir les rédactions. Donc, t'as fait un doctorat sur les DSL. Avant d'être chez CGI, t'as travaillé pour une compagnie qui faisait aussi des DSL? Non, c'était une compagnie qui produisait des logiciels pour le milieu des utilités publiques. OK. Donc, électriques surtout, là. Ah, je pensais que ce que les autres faisaient, c'était des langages spécialisés justement pour les Hydro-Québec qui... Non, c'est vraiment pas le cas. Non, eux autres, c'était plus une compagnie qui œuvrait dans le milieu des Geographic Information Systems. Ah, OK. Donc, pouvoir donner des coordonnées spatiales puis visualiser des informations électriques comme des transfos qui sont de façon visuelle. Là. OK. Mais ce qui différencie de la majorité des développeurs à Montréal, c'est vraiment que les DSL, t'as passé les dernières années de ta vie intensément dans le domaine, publié beaucoup sur le sujet, dans les revues, les bonnes revues, là, I3E, ACM. Tu te retrouves impliqué dans la communauté des chercheurs. Puis, ben là, depuis 2 ans que tu es sur le marché du travail, le lien, une chance que CGI te donne de la latitude, donc tu peux garder ton lien avec le domaine de la recherche, même si tu es pour une entreprise privée qui, elle, a comme objectif premier, pas vraiment inventer des nouveaux langages, mais donner des bons services de consultation à ses clients. Non, mais écoute, CGI, comme tout autre film, cherche toujours un edge. Donc, s'il y a le potentiel d'utiliser ces technologies-là pour avoir une valeur ajoutée, ils sont quand même intéressés à ça. Moi, tu vois, ça fait depuis environ 2002 que je travaille avec les DSL. J'avais commencé dans un groupe de recherche associé à l'Université du Québec, au LICEF, sur des langages qui représentaient les profils usagés pour les profils étudiants, pour l'apprentissage, les e-learning. Puis là, ben avec le temps, ben je me suis orienté plus vers les DSL, du mieux l'embarquer du matériel. OK. Nous, on fait la pause parce que si on continue à discuter, on va embarquer dans le vif du sujet, donc aussi bien faire la pause, puis on revient pour expliquer à nos auditeurs un peu plus en détail qu'est-ce qu'on entend par DSL. Assistez aux rencontres bimensuelles du groupe d'usagers Visual Studio de Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et aussi afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.guvsm.net. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies .NET de Microsoft. N'hésitez pas à contacter un de nos consultants experts en visitant le www.net-expertise.com. Retrouvez les liens exacts sur le site de visualstudiotalkshow.com. James, donc tu nous disais que depuis 2002, tu as passé une des grandes parties de tes journées à explorer plus en détail ce que c'est des DSL. Mais pour nos auditeurs, là, peut-être c'est la première fois qu'ils entendent même cet acronyme-là. Peux-tu vulgariser puis expliquer à quoi ça sert, pourquoi ça existe, cet animal-là? Je pense que la meilleure façon de partir, c'est d'expliquer un peu c'est quoi le problème qu'on essaie de résoudre avec ça. Donc, je dirais, le marché du logiciel semble être poussé par 2 besoins qui sont conflictuels. Un, dans le fond, c'est le monde veut des logiciels de plus en plus complexes, avec de plus en plus de fonctionnalités. De l'autre côté, par exemple, ils veulent un time to market de plus en plus court.
Donc, ils se contredisent un peu. Fais-moi ça compliqué, mais je le veux pour demain. Exact. Puis en plus de ça, je veux que je puisse le changer tant que je veux, après ça, à Beaumont pas cher. Ouais. Donc là, la question, c'est comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça? Puis juste faire une petite parenthèse, c'est juste en logiciel qu'on nous demande ça. Tu sais, si les gouvernements, mettons, qui construisent un pont, ils s'attendent pas le lendemain de dire « Ah, c'est toi, il a repensé, là, maintenant, on voudrait rechanger les poutres, tout ça. » C'est comme, ils savent bien physiquement que ça se fait pas, mais nous, en logiciel, on veut que ça soit extensible, modifiable, peut-être parce que c'est très peu concret, mais... Je sais pas, les ponts, c'est peut-être un mauvais exemple parce que le gouvernement s'en occupe pas bien. Mais là, maintenant qu'il y en a quelques-uns qui commencent à tomber, là, ils s'en préoccupent un peu plus. Donc, des DSL, en fait, c'est une technologie qui essaie de résoudre ce problème-là. Donc, comment qui essaie de le résoudre? Ben, le but, c'est si on est capable d'expliquer plus ou d'exprimer plus le problème qu'on veut résoudre, sans trop rentrer dans le détail de comment qu'on veut le résoudre, puis laisser quelque chose d'autre le prendre en charge pour nous autres, bon, en théorie, on se posait d'être plus productif. Je pense que la meilleure façon de pouvoir expliquer ça, c'est peut-être avec un exemple. Si anciennement, il fallait que le monde gère leur propre structure de données, aller chercher l'information dans ces structures-là, puis c'était long, c'était coûteux, c'était pénible. Maintenant, avec des outils comme SQL, dans le fond, tu exprimes ce que tu veux comme information, mais tu n'exprimes pas, en fait, va-t'en dans telle structure de données à tel endroit, tu sais, concatène ça avec telle autre structure. Donc, tu exprimes le quoi, ce que je veux comme information, mais tu n'exprimes pas le comment. Donc, le langage SQL, où est-ce que tu dis select, de la table, from, la table, customer. Tu es juste en train de dire qu'est-ce que tu veux, puis après ça, la façon de le faire, c'est la BD qui va s'en occuper. Oui. Donc, tu viens dans une approche plus déclarative. C'est ça. Puis dans le fond, les DSL, après avoir, c'est ça, c'est d'amener des langages de plus en plus déclaratifs par rapport à un domaine spécifique. Sauf que je crée un langage, là. OK? Je dis, bon, mais regarde, c'est pas compliqué, là. Moi, je veux bâtir des applications client léger, smart client. Donc, mon langage, c'est simple, c'est crée-moi une forme. C'est pas parce que j'ai créé le langage que je viens de résoudre le problème. Il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui la crée, la forme. Il faut qu'il y ait du code pour faire ça. Donc, il y a comme probablement il y a un envers à cette médaille-là. Oui, puis en fait, on va pouvoir un peu revenir à ça. Je veux dire, on pourrait même argumenter que le fait que tu as fait create new form, en fait, il y a quand même un certain élément de DSL à l'intérieur de ça. Mm-hmm. Parce que tu es en train d'exprimer le quoi, tu veux un formulaire, mais tu n'exprimes pas toute la mécanique derrière au niveau matériel, carte graphique, etc. Mais la mécanique derrière, c'est du code, donc il faut quand même qu'il y ait du monde qui code ces choses-là. Donc, c'est des générateurs de code. Donc, pour pouvoir discuter de ça, je pense que ça vaudrait la peine de pouvoir peut-être mieux clarifier c'est quoi un DSL, puis c'est quoi les différents types de DSL qui existent. OK. En ce moment, il y a deux tendances pour le DSL. Il y a les DSL que le monde va des fois appeler Independent DSLs ou Proprietary DSLs ou juste DSLs, Domain Specific Language. Puis tu as ce qu'on appelle aussi communément les Embedded DSLs ou les Domain Specific Embedded Languages. OK. Donc la différence entre les deux. Bon, le DSL vanille, c'est un langage qui est créé par quelqu'un pour exprimer les besoins d'un domaine, donc pour solutionner les problèmes d'un domaine en particulier. Puis ça se base sur rien d'autre qu'une étude du domaine. Donc, est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, SQL, oui, c'est un DSL dans sa forme la plus pure, entre guillemets? Oui, SQL, même on pourrait dire anciennement le BNF, c'est comme le langage pour décrire les grammaires des langages de programmation, c'en est un. Je cherche des exemples, j'en ai pas qui viennent en tête. On pourrait même argumenter que Excel, c'en est un pour le mieux des mathématiques. Mathematica, MATLAB, c'est des DSL pour le mieux des mathématiques ou des méthodes quantitatives. Donc, si on revient avec Excel, il y a des concepts de cellules. Tu places des données dans tes cellules, puis là, toi, tu viens dire additionne-moi ces cellules-là. Donc, tu es en train de programmer sans programmer vraiment. Puis la beauté de la chose, c'est dès que tu changes les chiffres, les calculs se font tout automatiquement. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi un produit comme, pas Excel, mais les premiers tableurs ont été, on se souviendra de Multiplan, Lotus 1, 2, 3, puis on
Aujourd'hui, les gens pensent qu'Excel, c'est comme le premier tableur qui existait. C'est pas le cas, mais c'est un succès story, cette application-là, mais on peut le voir comme étant un langage dédié spécifiquement à faire des calculs dans des cellules. Oui, parce que dans le fond, on a abstrait comment que l'ordinateur fait les calculs, puis on l'a ramené à un niveau plus utilisateur qui est axé pour un comptable ou un mathématicien ou quelqu'un qui manipule des chiffres. Puis ça m'amène, parce qu'on va revenir sur les deux différences, les langages purs, pour parler plus de langage embarqué. Mais dans les langages purs, Excel, vu qu'il y a une interface usagée, il y a beaucoup de monde à un moment donné qui disait « Ah, c'est impossible d'avoir un DSL sans que ça soit visuel. » Il y a même une tendance qui est peut-être plus là aujourd'hui, mais qui était de dire « Les DSL, c'est visuel, c'est plus du texte à la SQL. » Écoute, je pense, premièrement, il faut partir d'une définition de c'est quoi un langage. Dans le fond, un langage, c'est comme l'anglais, comme le français. C'est un ensemble de symboles que le monde se met d'accord dessus, qui ont une signification, un sens. Puis, il y a certains symboles qui permettent de modifier le sens d'un autre. Comme on a des noms en français, on a des verbes qui permettent de donner des actions, modifier des noms. On a des qualificatifs, des adjectifs. Donc, le but, c'est d'exprimer le sens, la terminologie, l'interrelation de ces choses-là dans un langage. Maintenant, comment est-ce que ce langage-là est représenté? Ça devient un peu un genre de débat culturel. Comme, qu'est-ce qui est mieux entre les langages style européenne versus les langages chinois? Il y en a un qui est beaucoup plus imagé, avec des pictogrammes. Puis l'autre est beaucoup plus symbolique, des alphabets. Donc, maintenant, est-ce qu'il faut que ce soit visuel pour que ce soit un DSL? Ben, en tout cas, à mon avis, le mieux que tu exprimes la sémantique, le sens d'un domaine en particulier sous une forme XYZ, que ce soit visuel ou textuel, tu as un DSL. Le reste, c'est un choix qui permet d'être plus productif ou moins productif ou qui est plus accessible dépendant des utilisateurs. Je vais te poser une dernière question avant de terminer toute l'histoire là, de définir qu'est-ce qu'on entend par langage. En quoi un langage comme C# ou VB.NET, c'est différent d'un DSL? C'est quoi qui différencie ce qu'on va appeler un langage généraliste ou de programmation que nos auditeurs utilisent probablement à tous les jours dans leur travail versus un langage spécialisé? Mais peut-être c'est un peu polémique ce que je veux dire, mais pour moi, C#, Java sont des DSL. C'est juste que il faut les mettre dans un contexte. Au même titre que, exemple, le langage machine, les 1 puis les 0, sont un DSL par rapport à l'implémentation matérielle d'un circuit. On ne sait pas si c'est des transistors ou de l'optique. Au même titre que de l'assembleur, c'est un DSL qui abstrait l'encodage des instructions pour le matériel. Au même titre que C, Java sont un DSL qui abstrait en fait la couche instruction set d'un processeur. On est juste en train de passer du quoi au comment. Cacher le comment puis juste exprimer le quoi en montant. En augmentant toujours le niveau d'abstraction. C'est ça. Donc finalement, C#, Java sont tous des DSL qui permettent d'exprimer des solutions à des problèmes qui se résoudent en général de façon séquentielle, de façon procédurale, faisant abstraction de tout ce qui est multi-thread puis etc. Mais c'est pas vraiment important pour la discussion. Donc, ce sont des DSL. Ils ont une sémantique, où que tu as des concepts comme des chiffres, des champs de caractères que tu es capable de modifier avec des opérations comme additionner, concaténer, etc. Donc finalement... Puis qui sont spécialisés pour la cible d'un processeur qui va exécuter séquentiellement les instructions. Mais je te dirais, on ne pourrait pas vraiment dire ça parce que pour Java puis C#, on fait abstraction, mettons, du processeur, mais on peut au moins dire qu'ils font abstraction du domaine d'application de la solution. Ils s'intéressent plus à offrir un langage pour exprimer des algorithmes. OK. De résolution. Puis dans leur cas, eux, ils ont aussi, en plus de la partie algorithmique, ils ont la partie les objets, les fameuses entités, ou en tout cas les fameuses structures versus traitement. Là, on vient avec la vieille formule de... C'est Worf, c'est le gars qui avait inventé le langage Pascal, qui disait un programme, c'est une structure plus du traitement.
Oui, donc on pourrait dire quelque part que les langages orientés-objets, en fait, c'est un DSL au-dessus des langages impératifs, mettons comme C, ou les langages procéduraux, qui permettent de conceptualiser plus le concept de module puis d'association entre données et opérations. Tout à fait. D'ailleurs, les premières implémentations avaient été bâties par-dessus C. Oui. Puis moi, je me souviens, j'ai eu une job d'été il y a très longtemps où je programme en Fortran, mais je faisais du Fortran orienté-objet. Parce qu'avec, en tout cas, il y avait moyen, là. C'était juste, il fallait que tu aies une convention de nommage de tes subroutines. Mais, tu sais, si chaque subroutine commençait par le nom de ton objet, tu faisais... C'est sûr que le compilateur vérifiait rien pour toi, là, mais tu pouvais au moins structurer ton code de cette façon-là. Mais tu vois, justement, tu parles de vieux langages. Il y en a qui considèrent que COBOL, c'est un DSL pour les logiciels de business. Mm-hmm. Tout à fait. Donc là, on vient de parler des DSL purs, entre guillemets. Mais là, tu nous disais aussi qu'il existe une autre école de pensée où les DSL sont embarqués. Qu'est-ce que tu veux dire par là? OK, donc... tout langage, en fait, c'est deux choses. C'est un ensemble de... En fait, c'est trois choses. C'est un ensemble de symboles, okay? Donc un lexique. C'est une grammaire qui permet de construire des phrases de façon cohérente. Juxtaposer symboles. Puis une sémantique qui est donnée à cette organisation-là des symboles, puis à l'utilisation des symboles en soi. Okay? Donc, c'est ça qui définit un langage. Dans les langages embarqués ou embedded, c'est qu'ils réutilisent un langage déjà existant comme une base. C'est-à-dire, dans le fond, ils se contraignent à une certaine limite de grammaire possible, puis de symboles qu'ils peuvent utiliser, puis comment ils agencent ça. Donc, OK, mais si je te suis bien, là, mettons que je prends mon fameux C#, je crée des classes, une classe client, customer, mettons, et je dis, il y a des méthodes associées là-dessus, isValid. Quand je suis en train de tout définir ça, je suis en train de définir un nouveau langage par-dessus le premier langage qui définissait mon C#. Oui, exactement. C'est-à-dire, dans le fond, en créant, mettons, une classe en C#, tu es en train de créer, mettons, un symbole qui a une signification, qui a un sens au niveau d'un domaine d'affaires. Quand tu crées une méthode sur cette classe-là, tu es en train de créer quelque chose qui permet de le changer, de le qualifier comme un verbe, à quelque part. Puis en fait, maintenant, ta grammaire, c'est quoi? Ben, c'est que quand tu as un objet de cette classe-là, puis tu appelles la méthode, ben, la syntaxe est fixée par le langage C#. Mais l'essence que tu as donnée à ça est cachée dans ton framework. Donc là, mon langage, il devient embarqué dans C#. Oui, qui veut dire que ton framework devient un langage en soi. OK. Ça, on peut faire ça sur n'importe quoi, quelque part. Est-ce que je pourrais appliquer ça sur SQL? Probablement, il faudrait juste que... Là, tu peux créer des fonctions en SQL. Je ne sais pas pour SQL, mais mettons tomber dans... dans un agent, un cas extrême sur ça, souvent il y a des personnes qui vont considérer que Ruby on Rails, exemple, ou Enterprise Library, que les fichiers de config sont un DSL. Donc, c'est un fichier qui permet d'exprimer pour Enterprise Library dans le domaine de la gestion des exceptions, par exemple. Qu'est-ce que je fais avec? Qu'est-ce que je fais sans indiquer, dans le fond, comment ça va être construit au runtime pour gérer ça. Mm-hmm. Puis dans Ruby on Rails, mais c'est organiser le fonctionnement d'un site web selon un modèle MVC. OK. Je reviens à ton exemple, Mario. Tu disais, là, si en C# je crée une classe customer, je suis en train de définir un DSL là, avec ces méthodes, tout ça, mais pour moi, en tant que développeur là, qui bâtit l'application d'affaires, il n'y a rien qui m'aide à faire ça, là. Donc, je bâtis moi-même mon DSL, si je comprends bien. Mais finalement, quand tu crées un langage, il n'y a pas vraiment grand-chose qui peut t'aider à part de faire une étude du domaine dans lequel tu veux le faire. Maintenant, il y a certaines bonnes pratiques de développement de langage qui permettent de faire, qui vont être plus simples à utiliser, qui vont être plus simples à analyser, plus simples à consommer. Mais pour revenir à ta question, Guy, pour faire le lien entre ce que vous dites toutes les deux, quand je crée mon client, mon customer, une fois qu'il est créé, puis si je permets, mettons que ça devient, il y a un groupe qui s'occuperait de tous les objets d'affaires, mettons dans une entreprise, puis qu'on les fournit sous forme de librairie, ces objets-là, mais c'est ceux qui vont les utiliser qui vont programmer. Tu sais, je vais leur donner déjà une classe client
qui a des comportements attendus. Puis on leur dit, ben là, utilisez ça pour faire votre application. Mais c'est quoi la différence, donc, avec une librairie de code qu'on partage entre plusieurs applications? Ben, moi, de mon point de vue, c'est que les DSL, en fait, c'est rien de nouveau. OK? Puis en fait, il y a ce concept-là semble être beaucoup poussé par les vendors qui veulent vendre des produits qui permettent un peu de démocratiser la création de framework logiciels ou la création de parsers puis de générateurs de code, excusez. Mais je veux dire, on avait déjà l'XPIAC il y a plusieurs années qui permettait de faire ça juste plus difficilement. Puis comme Guy dit, dès qu'on avait défini un API pour une librairie quelconque, la façon de nommer les API, c'était une certaine forme de langage. La syntaxe était assez limitée, c'est-à-dire j'appelle la fonction. Je me souviens à l'époque quand on programmait pour le Windows, il n'y a pas d'objet, c'était juste des fonctions, une fonction en C. On avait des livres ça d'épais parce qu'il fallait, surtout qu'Internet n'existait pas, donc on ne pouvait pas faire Google avec le nom. Il fallait vraiment ouvrir des livres. Là. J'ai déjà connu ça à cette époque-là. Mais à quelque part, comme tu dis, c'est rien de nouveau. C'est juste qu'aujourd'hui, on a peut-être des environnements plus performants, donc on peut être plus sophistiqué, mais à la base, le concept est quand même quelque chose qui existait depuis plusieurs années. Puis je veux dire, quand tu faisais une bibliothèque de code, c'était quoi ton but? Réutiliser, mais pour un domaine précis. Donc, c'était d'abstraire comment tu faisais la résolution d'un problème pour que la personne puisse réutiliser ça. Fait qu'on pourrait peut-être dire laisser tomber dans le DSL, dans l'acronyme, laisser tomber le language puis garder domaine spécifique code ou quelque chose, library, ça serait peut-être plus pertinent ou je sais pas, plus juste. Oh, je sais pas. Peut-être si on dirait juste library, on rapetisserait peut-être l'envergure possible de ce que ça peut être, tandis que le langage, il laissait ça ouvert à une... Parce que comme il disait, tu peux aussi décider de créer un langage comme ils ont fait avec SQL, puis là, être complètement dans ton monde à toi, sans réutiliser aucune infrastructure existante. Écoute, un langage te permet d'exprimer ce que tu veux, de communiquer ce que tu veux. Donc, finalement, n'importe quoi qui permet de faire ça, si c'est le fait d'utiliser des fonctions d'une librairie, ben, t'exprimes ce que tu veux quand t'appelles ces fonctions-là. Moi, je veux juste revenir sur la deuxième école qui dit, ben, on peut bâtir notre propre langage par-dessus un langage existant. J'avais donné l'exemple en C#. Dans quelle mesure cette approche-là a un lien avec les langages dynamiques? Puis tu comprends sûrement où ce que je veux t'amener, fait que, par exemple, la plateforme Ruby se découvre que, j'ai pas déjà cette méthode-là, mais je vais l'ajouter en allant voir certaines méta-informations. Dans ce cas-là, par exemple, avec Ruby on Rails, c'est sur la base de données. Tu peux-tu expliquer un peu puis comment ça peut être puissant, cette approche-là? Ben, ce qui arrive, c'est que quand on crée des DSL en utilisant un langage déjà existant, ok? Puis je voudrais juste au moins expliquer pourquoi le monde font ça, pourquoi le monde voudrait faire ça. C'est que quand tu crées un langage, mettons, de ton propre cru, ben, tu es obligé de créer tout un ensemble d'outils autour de ça pour pouvoir le consommer. Tandis que quand tu utilises, mettons, un langage déjà existant, puis il y a déjà une panoplie d'outils pour faire l'analyse, la vérification, la compilation, le déploiement. Tu n'as pas à tout inventer. Tu n'as pas à tout réinventer. Ok? Donc, c'est déjà une valeur ajoutée. Maintenant, pourquoi les langages dynamiques? Ben, tu as deux types de langages. Tu as les langages qui sont typés statiquement, qui veut dire qu'à la compilation, tout est vérifié pour s'assurer que c'est cohérent, ton programme est cohérent. Puis tu as les langages dynamiques, à l'exécution, il va vérifier la cohérence. Ben, ça fait en sorte que souvent, les langages typés statiquement ont beaucoup plus de contraintes sur la syntaxe que tu vas utiliser pour exprimer, mettons... C'est pas permis d'étendre la syntaxe. Non, c'est ça. Tandis que dans les langages comme Ruby, la syntaxe est beaucoup plus lousse. Donc, ça permet de donner de plus en plus l'impression que tu es en train d'utiliser un langage qui a été créé ton propre cru. Donc, sont, ce que je dirais, visuellement plus beau. Donc, c'est un peu comme du sucre syntactique, en voulant dire que le fait d'utiliser les langages dynamiques t'offre pas nécessairement une plus grande puissance de développement de langage DSL, mais sont sûrement plus beaux, plus simples à utiliser. Tu viens de dire le terme sucre syntaxique. Qu'est-ce que tu entends par ça? Parce que
on entend de plus en plus souvent le terme anglais, puis les gens qui sont qui vivent dans le monde.net avec Link, il y a beaucoup de gens qui disent vous savez le framework 3.0 c'était juste du sucre syntaxique par-dessus le framework 2.0 pour permettre à Link d'exister. Link était le langage integrated et toujours le langage integrated query. Qu'est-ce que c'est ce concept-là de sucre syntaxique? Finalement, du sucre syntaxique, c'est souvent rattaché à une nouvelle façon de faire quelque chose, ok, mais qui rajoute pas de puissance expressive, dans le sens que je donne pas une fonctionnalité supplémentaire, donc je suis pas en train de permettre quelque chose que je pouvais pas faire avant. C'est juste que peut-être que je le permets de façon plus simple à utiliser. Donc, c'est juste comme un autre chemin pour se rendre à utiliser des fonctionnalités ou c'est souvent un amalgame de fonctionnalités qu'on amalgame justement et on leur donne un nom, une façon pour l'accéder. Mais ce que ça veut dire, c'est que tu n'as pas besoin, par exemple, d'avoir un nouveau compilateur. C'est la même plateforme, c'est juste que par-dessus, on a créé, par exemple, un vocabulaire. On a étendu le vocabulaire. Et comme Link, c'est un bon exemple. Comme j'ai vu certaines implémentations de Link, qu'en fait, tu as comme un certain syntaxe pour exprimer ce que tu veux faire en Link. Puis en fait, le compilateur, ce qu'il fait, c'est qu'il transforme ça dans une chaîne d'appels de méthodes successives. Donc finalement, tu aurais pu faire des ensembles d'appels de méthodes successives sans utiliser la belle syntaxe. Exactement. La belle syntaxe étant celle qui ressemble beaucoup à la syntaxe SQL. Oui, c'est ça. Où tu fais des selects, Puis, donc, au lieu de déclarer des objets ADO.net pour ouvrir ta connexion, etc., ben là, tu utilises la syntaxe Link. Ouais, donc, finalement, c'est quelque chose qui te simplifie la vie, mais finalement, te permet pas de résoudre des problèmes plus facilement. Là. Puis, une des façons, entre autres, la plateforme Ruby utilise pour ajouter avec ce sucre syntaxique-là, c'est que tu peux... Il y a moyen de toujours dire, quand tu reconnais pas une méthode, va donc exécuter ce bout de code-là avant de dire « je ne reconnais pas ». Puis c'est dans ce bout de code-là que là, tu vas dynamiquement rajouter par exemple, mettons, j'aurais mon fameux objet « customer », puis je lui demande add money into, add money into account ». Là, add money into account, on va dire, je sais pas faire ça, mais je pourrais, littéralement, dans ce bout de code-là, dire, bon, je vais regarder la syntaxe, puis je sais, moi, que par convention, quand je mets un add, c'est une insertion, puis ça va probablement être dans une BD, puis là, ben, add into, ben, après les into, c'est le nom que là, c'est le même nom que ma table, puis là, je vais m'avoir tout programmé ces choses-là, qui vont faire en sorte que, dynamiquement, on va pouvoir donner le comportement sans l'avoir spécifié initialement. Puis à ce moment-là, mon programme, il devient très puissant, ou en tout cas, les objets que je leur donne deviennent très puissants parce qu'ils sont capables de réagir à des commandes qui n'avaient pas été prévues initialement sur la base de méta-informations. Mais ça, c'est les langages dynamiques, ça? Oui, les langages dynamiques jumelés avec une approche de langage domaine dédié, ça permet ça. Là, OK, par contre, on n'est pas obligé d'avoir un langage dynamique pour avoir un DSL. Non, comme tout à fait. Non, tous les DSL que moi j'ai travaillé dessus jusqu'à là, ça a toujours été avec des langages statiques. Mais justement, on parle de Ruby. J'ai vu une couple d'exemples, entre autres, de Martin Fowler. Puis une des beautés avec Ruby, c'est que tu es capable de indiquer pour des méthodes que finalement ils font rien. Puis à cause ils font rien, puis finalement, Ruby, à cause que tu n'as pas de points, ok, ça permet maintenant de pouvoir créer, mettons, des mots comme into, a, puis tout ça, qui font rien. Donc maintenant, quand tu chaînes les méthodes ensemble, c'est comme si tu avais une phrase en anglais ou en français, puis finalement, il y a le trois quarts des mots qui veulent rien dire, puis c'est seulement certains mots-clés, mais on dirait que tu es en train d'écrire une phrase compréhensible. Donc, c'est ça qu'on parle d'un genre de sucre syntaxique qui permet d'exprimer quelque chose de façon simple, de façon naturelle. Pourquoi que Ruby est très hot ce temps-ci pour les DSL à cause de ça? Parce que c'est un langage qui est vraiment où c'est facile d'exprimer ça. Puis, comme tu disais, on peut utiliser toute la plateforme de Ruby puis tous les outils sans avoir tout se bâtir à zéro. Oh. On s'entend que la plateforme Ruby donne maintenant va être livrée avec la plateforme .NET aussi, donc on n'aura pas besoin de s'isoler de la plateforme .NET pour utiliser ça. Non, pas du tout. Donc on a parlé qu'il y a deux écoles de pensée, on a donné des exemples. Le besoin, c'est vraiment encore là d'augmenter le niveau d'abstraction. On en entend parler beaucoup de DSL. Puis je sais que un peu plus tôt, tu me parlais, quand on réfléchissait un peu comment on ferait une émission, tu disais il y a vraiment un marketing hype de ce temps-ci.
Tu dirais quoi là-dessus? Écoute, ça c'est mon opinion personnelle qui vient de plusieurs discussions que j'ai eues avec plusieurs personnes, entre autres quelqu'un qui a une grande profondeur qui s'appelle Christin Dubé qui est chez PSP. Finalement, les DSL en soi permettent de régler des problèmes en montant le niveau d'abstraction, mais il y a un problème qui est fondamental à créer un DSL, c'est créer un nouveau langage. Puis ce problème-là, je veux dire, il n'y a pas vraiment de façon à le résoudre. Il est intrinsèque. Les DSL résoudent pas la complexité de créer du langage, un peu comme UML ne simplifie pas la tâche de modélisation. Non. Qui veut dire que finalement, le cost of development ou le cost of ownership de créer un DSL est encore très élevé. Donc, entre autres, quand on parle de créer un DSL qui est propriétaire, donc qui n'est pas, mettons, embedded, donc il faut créer tous les outils autour. Donc, finalement, puis aussi, comme que demain matin, c'est pas n'importe qui se réveille et dit « Ah, right, je vais créer un nouveau langage de programmation. Je vais appeler ça C#, ###. » Mais tu sais que moi, dans mes jeunes années, on créait tout notre langage de programmation. J'ai travaillé dans des shops où il y avait des gens qui avaient créé leur propre langage. Hein. Sérieux, là. Il n'y avait pas d'électricité. Ça, c'est moi qui avait trop de temps à perdre. Mais, ou ils s'assuraient leur job parce qu'il y avait juste eux autres qui étaient capables de supporter le langage qui était utilisé par la compagnie pour développer des applications d'affaires, mais ça, c'est une autre histoire. Donc finalement, ce qui arrive, c'est que je veux dire, c'est pas accessible à monsieur, madame, tout le monde de le faire. Je veux dire, si ça l'était, il y aurait bien plus de monde qui utiliserait l'Expiac ou SableCC pour faire leur propre langage. Est-ce qu'il y a des firmes qui se spécialisent à créer des DSL? Comme par exemple, je sais pas, là, dans le domaine de la santé, est-ce qu'il y aurait un DSL qui aiderait les développeurs qui font des applications dans ce domaine-là? Moi, je suis pas au courant d'eux, OK? La seule chose, par exemple, qui dit DSL, dit langage, comme qu'on dit s'entendre sur ce que les choses veulent dire, puis juste à l'intérieur d'un petit groupe de personnes, de s'entendre ce que toutes les choses veulent dire, c'est très difficile. Des fois, juste avec le client. Quand tu fais un projet, tu es avec un client, des fois, c'est déjà difficile parce que souvent, à l'interne, ils savent pas. Ils savent même pas. Ils sont pas entendus sur les termes à accepter. Fait que, en tant que personne qui va faire le contrat, le projet, ben c'est difficile. Mais c'est encore plus difficile, si je comprends bien, dans une industrie au complet. Ouais, ben, fais juste regarder le nombre de standards XML qui existent pour décrire, mettons, les produits financiers ou le commerce électronique. Le monde, fondamentalement, s'entend pas, même si on parle toujours des mêmes affaires. Mm-hmm. Donc, les DSL, pour que ça ait une valeur ajoutée, il faut que tu puisses le réutiliser pour pouvoir avoir un certain retour sur investissement. Donc, moi, jusqu'à date, j'ai entendu très peu au niveau du logiciel commercial des success stories. J'ai entendu parler, comme on disait, comme des DSL, c'est rien de nouveau, au niveau du matériel. Il y a plusieurs success stories de langage, entre autres au niveau de la télécommunication. Tu sais, je pense à Erlang, qui a été développé chez Ericsson pour les routeurs. Mm-hmm. Que là, ils ont comme une valeur ajoutée parce que ça leur permet de développer des choses pour un domaine très, très, très pointu, très, très, très précis. Puis, ils vont chercher un certain retour sur investissement. Mais on pourrait pas dire, à quelque part, que le potentiel des DSL, on s'entend tous que le potentiel embarqué est plus fort que le potentiel quand tu bâtis de zéro, parce que, justement, tu réutilises une plateforme. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire que le vrai potentiel de ça, c'est quand on commence à pas voir le DSL comme un silo, mais plus le voir dans le concept d'une fabrique de logiciels, une software factory, où là, tu arrives avec quelque chose qui va résoudre un problème bien particulier, puis au besoin, à un moment donné, tu dis « Ah, là, j'ai besoin de me créer mon propre langage », puis soit que tu l'embarques par-dessus un langage existant pour utiliser la plateforme, par exemple, un langage... Tu pourrais, par exemple, embarquer ça par-dessus un langage qui existerait sur la plateforme.net. C'est pas là où est-ce qu'on pourrait tirer la plus grande partie où le potentiel futur des DSL est plus majeur? Ben, si on veut, et comme je dis, pour moi, les DSL, si on prend pour acquis que les frameworks à quantité objet, c'est des DSL, pour moi, le potentiel est déjà là, puis on l'utilise déjà. Qui veut dire que finalement, si on veut résoudre des problèmes de produire du meilleur logiciel plus rapidement, on devrait aller vers des fabriques de logiciels, comme disent des software factory, qui permettent à des personnes de mettre en place des processus de développement logiciel qui sont répétables, qu'on est capable de contrôler la qualité,
Si ça veut dire utiliser un bon framework qui a été bien développé pour un domaine d'application, parfait. Si c'est des outils de génération de code aussi, si c'est des bons principes du guidance aussi. Pour moi, cette approche, elle s'en est vers l'industrialisation du logiciel et s'éloigner de c'est un art, on est tous des créateurs puis des artistes, a beaucoup plus de valeur puis a beaucoup plus de potentiel à vraiment répondre aux besoins d'avoir du logiciel de qualité rapidement. Puis une des choses moi que je découvre, en tout cas surtout dans la dernière année, c'est que les frameworks, c'est vrai que on a déjà de la capacité de les faire, mais les frameworks, ils doivent vivre dans un écosystème de développement à laquelle je travaille beaucoup, par exemple, à mettre en place avec Team System. Mais Team System, puis le framework, c'est passé. L'écosystème, c'est aussi tous tes environnements de promotion pour te rendre jusqu'en production. C'est aussi tes environnements de développement, les espaces de travail, tes gestionnaires de code source. Donc, tout ça ensemble, faut quasiment que tu t'entendes sur qu'est-ce que c'est pour être capable de bâtir un framework qui a de l'allure par-dessus. Puis comme je vous dis, dans le framework, il peut y avoir une partie de DSL, comme à quelque part, on peut peut-être pas avoir de DSL au sens où on l'entend, mais si tu bâtis un bon framework, ça devient un langage à quelque part. Mais ça peut pas être en vase clos, cette affaire-là. Il faut que ça vive avec un écosystème de développement. Puis les écosystèmes, là, il y a l'initiative de Microsoft avec Team System. Il y a des produits comme Borland, IBM, mais il y en a pas tant que ça là, d'infrastructures pré-mâchées pour toi. Il faut que tu te bâtisses. Il faut encore qu'on s'installe nos serveurs de test. Puis, on peut en avoir 1, 2. Est-ce qu'on les met sur un serveur ou est-ce qu'on les reproduit dans des machines virtuelles qui roulent local? Il y a tellement de choix possibles qu'à un moment donné, si tu gèles rien, si tu définis pas aucune convention, tu n'es pas capable de bâtir aucun framework par-dessus. Non, c'est ça. On est encore, c'est assez surprenant que on n'est pas encore rendu à avoir la production de logiciels comme du manufacturing. Mm-hmm. Puis enfin, on n'a pas de solution de manufacturing out of the box. Donc, tout le monde, dans toutes les organisations, décide quels outils ils vont utiliser, comment ils vont les utiliser, pourquoi ils les utilisent, comment ils vont passer d'un à l'autre, quel langage. Donc, finalement, on est toujours en train de réinventer comment on va faire un crayon. Ouais, souvent, parce qu'on a 1 ou 2 ou 3 crayons à faire durant une année. Au lieu d'en faire 10 000 à l'heure, il y en a 3 par année. Donc, là, on se pose vraiment des questions. Là. Puis, on s'attendrait que des fabricants comme Microsoft, en tout cas les gros joueurs, IBM et compagnie, que leur offre d'outils, puis là, probablement que c'est parce que les autres, ils veulent être sûrs que tout le monde achète leur outil, là. Donc, ils compartimentent pas l'outil à besoin trop spécifique. Donc, l'outil est tellement généraliste qu'il faut que tu fasses tellement de choix par-dessus pour configurer aujourd'hui adéquatement Team System puis mettre en place tous les modèles. Je viens de passer, moi, 6 mois à la caisse pour faire ça. Puis, je n'étais pas tout seul, t'as quelques ressources en plus parce qu'on voulait quand même construire un framework, ces choses-là. C'est un investissement upfront qui est pas juste dire j'achète une licence de Team System. Puis par-dessus ça, là on n'a pas encore commencé à faire des vraies applications, mais heureusement les applications on pourra tirer parti de ce framework-là, mais c'est pas c'est plus compliqué que juste dire je mets en place un gestionnaire code source puis merci bingo c'est fait. Je pense que c'est un peu comme ça parce que y a pas comme une documentation qui a été faite avec des principes puis des guidance qui couvrent, mettons, le spectre total de comment développer du logiciel. Je suis pas assez idéaliste pour croire qu'il y a une façon unique de le faire. Je crois, par contre, par exemple, que la majorité de l'industrie est pas vraiment à un très haut niveau de maturité au niveau du développement. Tu sais, le nombre de places qui savent pas c'est quoi du continuous integration ou qui questionnent encore le fait d'être obligé de faire du test ou le nombre d'institutions qui n'ont pas de la gestion de configuration, du source control. Puis, c'est des choses qui existent depuis 10, 15 années. Donc, finalement, je pense que si le monde avait un ensemble de guidance sur tout ça, il y en a plusieurs qui auraient plus peur que d'autres choses. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être pour ça que les compagnies ont tendance à pas offrir un gros package parce que c'est sûrement qu'ils ferait peur à tout le monde. Puis, tu as raison, c'est un peu des fois désolant de se rendre compte comment les organisations sont pas au courant que ça te prend un gestionnaire de code source, là, c'est minimal. Ça te prend un environnement de construction, un build. Si c'est pas un serveur, en tout cas au moins une machine pour construire, parce que c'est pas parce que ça a compilé sur un poste d'un développeur que c'est intégré avec toutes les autres. À moins que si tu es une personne seule, ok, mais dès que tu travailles en équipe, il faut que tu intègres quelque part. Puis,
raison qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je sais pas, peut-être parce que le logiciel, c'est pas quelque chose qui est tangible, que le monde a tendance à sous-estimer l'effort et les outils nécessaires pour le faire de façon efficace et avec une certaine qualité. Mais là, on vient à du très fondamental, puis pourtant, dans les revues, tout ça, il y a beaucoup de hype sur DSL, qui est comme une pointe particulière du iceberg très complexe de développer du logiciel. T'expliquerais pourquoi cet engouement? L'engouement, c'est-tu parce que c'était à la mode du jour ou c'est simplement parce qu'il y a des vendeurs peut-être qui sont bons à vendre leur salade ou? Je dois t'avouer, j'ai pas vraiment de réponse par rapport à ça. Je pense, mettons, à la présentation qu'on a eue à Opsla, le panel sur SOA, par exemple. Puis là, t'avais Dave Thomas qui disait... Tu sais, quasiment qu'on devrait tout mettre SOA, puis SO, puis tous ces standards-là à la poubelle, qu'on devrait s'aller tout vers du CRUD ou du RESTful, puis ça ferait très bien la chose, puis qu'en fait, le reste, c'est juste du vendor marketing pour vendre the next best platform to get you hooked on it. Puis après ça, ils vont sortir le prochain concept pour que tu rajoutes leur prochain produit qui est le next best thing, etc. Peut-être parce que les gestionnaires de code source existent depuis plusieurs années. Les outils de parsing puis de génération de code puis de traduction existent depuis plusieurs années. Peut-être que là, les vendors se disent, ben si je package les deux ensemble, je vais pouvoir vendre un nouveau produit. Il faut dire aussi qu'il y a eu toute l'initiative du Object Management Group avec la suite du ML où est-ce qu'on s'est dit on va faire du Model Driven MDA, Model Driven Application, je pense. Model Driven Architecture. Architecture, c'est vrai, utiliser le terme architecture. Un autre mot très galvaudé dans l'industrie. Mais donc, il y a comme eu une confluence d'un paquet de monde qui avait peut-être intérêt à pousser ce concept-là, puis ça a créé une vague sur DSL, puis les revues spécialisées, les autres cherchent aussi le sujet qui est comme le nouvel acronyme pour que le monde dise c'est quoi ça? Ben, je vais l'acheter la revue pour la lire, puis ça explique peut-être toute la mouvance qu'il y a eu autour des DSL. Moi, écoute, je me suis plaidé un peu polémique quand je dis ça, mais il y a une couple d'années, je voulais écrire un article justement sur ça, le MDA, puis tu sais, ils disent toujours, ben si on utilise MDA, on va pouvoir représenter ce qui change pas dans nos systèmes, ce qui est intrinsèque, puis on va pouvoir générer vers de nouvelles plateformes dans le futur. L'affaire, c'est que si tu modélises tes choses à un niveau de détail qui abstrait tes plateformes, puis tu es capable de générer vers diverses plateformes, ben, il devrait y exister une transformation entre ton code C# à ton code Java. Finalement, j'avais l'impression, moi personnellement, que c'était peut-être juste un débat entre quelque chose de visuel par rapport à quelque chose de textuel. Puis peut-être ça ouvrait la porte à des vendors maintenant différents, des UML vendors à vendre leur salade. Je veux dire, ça aussi, la MDA, on n'a rien vu de concret, tangible. Écoute, je pense aussi à Opsla, ce qu'on a vu... la rencontre qu'on a vue sur Silver Bullet là, avec Fred Brooks quand il parlait de la complexité inhérente et la complexité accidentelle. Finalement, il n'y a pas grand-chose de ça qui résout la complexité inhérente de développer du logiciel. On semble essayer de résoudre le problème accidentel. Tu sais, fondamentalement, en MDA, qu'est-ce qui est compliqué? C'est modéliser ton système. Tu sais, de produire ton code C# à la fin de la journée, puis Java pour du EGB. Si tu as du monde moyennement compétent, c'est pas si pire. Le problème, c'est vraiment savoir ce que tu as à coder. Là. Ce qui revient aussi au problème très classique, qui est si tu pars pas avec les bonnes exigences, de beau faire la meilleure solution, ça répond pas aux besoins du client. Le client, il donnera pas une grosse valeur. Donc, le besoin initial doit être bien compris. Puis ensuite, si tu peux autant que possible te créer une structure, un framework qui simplifie le problème au lieu de le complexifier. Parce qu'on est très, très bon, surtout les architectes, à créer des frameworks compliqués. Donc, on a créé de la complexité accidentelle. On aime ça parce que on veut avoir l'air intelligent. Puis, donc, à chaque échelon du processus, il y a toujours cette complexité-là qui se grossit.
Puis c'est sûr qu'à la fin, ben tu peux être très loin de la cible initiale. Tu sais, c'est l'image fameux. Le client voulait juste un pneu accroché après une branche parce qu'il veut se balancer, puis il se retrouve à la fin. On connaît toute cette image-là avec des poteaux qui tiennent des branches. Mais nos logiciels souvent ressemblent à ça. Hein. Oui, ben, tu sais, ils disent dans le logiciel, si tu peux pas résoudre un problème, tu rajoutes un niveau d'abstraction supplémentaire. Ouais. Ben, finalement, je pense que la source de tout problème, c'est on sait pas comment ramasser des requis, puis le restant, c'est juste des couches d'abstraction pour repousser ce problème-là. C'est peut-être le jour que quelqu'un va me montrer un DSL pour pouvoir représenter des requis. Peut-être c'est la journée que je vais vraiment être vendu. Moi, je vais donner une petite partie d'éditorial. Ça fait quoi, là? 3e année que Microsoft travaille sur plus que ça, mais Microsoft va sortir sort sa 2e version de Team System, la version 2008, ces jours-ci. On va en parler tout à l'heure dans les nouvelles. C'est assez spécial que les rôles qui ont été modélisés, c'est des rôles de développeur, architecte, database développeur, mais le fameux rôle qui ramasse les exigences d'affaires, il est toujours pas modélisé, celui-là. Il y a toujours pas... il y a la communauté agile, elle a agi avec par exemple, des templates Scrum pour que tu viennes juste à poser parce que Scrum est une technique simple, mais quand même assez bien pour ramasser justement ces requis-là de façon... Ou même fit au niveau de l'analyse, les tests d'acceptation. Oui. Mais... c'est quand même symptomatique que la première partie du processus qui est comprendre ce que le client veut, c'est encore une pièce manquante du puzzle. Puis donc c'est peut-être dans notre nature, on aime ça travailler sur le problème technique. Donc, on fait intégration continue, on rentre ça dans Team System. C'est sûr la recette on peut la trouver parce que c'est blanc ou noir quelque part, c'est une recette. Mais la partie où est-ce qu'il y a beaucoup plus d'intervention humaine, on n'est pas encore... on est loin d'une solution élégante. Non, ben, je pense que c'est un gros problème. Hein. Je veux dire, finalement, toi, tu as des idées, tu communiques avec un langage naturel qu'on appelle comme langage français. Puis finalement, moi, je reçois ce que tu me dis, puis j'interprète ça, veux pas. Puis à cause que moi, je suis pas toi, puis toi, t'es pas moi, ben c'est une perception que j'ai, qui veut dire que l'image que toi, t'as d'un bateau dans ta tête, ou même de la couleur rouge, est différente pour moi. Donc, fondamentalement, c'est un problème qui est tellement humain, tellement intrinsèque que on sait pas, c'est vraiment la barrière de la langue, même quand tu utilises la même langue que la personne avec qui t'es. Mm-hmm. Puis ça, aussi longtemps qu'on résout pas ce problème-là, le reste... il va être difficile à résoudre. Moi, je vais ramener ça juste sur une autre technologie que Microsoft pousse beaucoup, Workflow. On en entend parler, les workflows. Puis on voit rapidement que les workflows peuvent servir aussi à créer une certaine forme de langage dédié. Parce que si tu crées tes propres activités, ils te fournissent des activités par défaut, là, les fameuses structures répétitives, les structures décisionnelles, ces choses-là, mais tu peux aussi bâtir des activités pour spécialiser un workflow pour un domaine d'affaires. Est-ce qu'on n'est pas encore aussi à ce niveau-là très dans la technicité des choses et on oublie que le challenge est au niveau de la modélisation? Ben, écoute, pour moi, un workflow, c'est une étape, c'est un ensemble d'étapes qui sont séquentielles ou des fois, il peut y avoir une fourche puis qui deviennent parallèles. Mm-hmm. Finalement, c'est juste une façon graphique de représenter ton code C# ou Java pour le rendre disponible au end-user pour qu'il puisse faire son travail. Non, mais si tu veux le rendre disponible au end-user, il faut que tu te rapproches du langage des end-users. Donc, il faut que tu fasses une certaine couche d'abstraction pour eux autres. Il faut que tu leur donnes des activités parce que souvent, les gens disent hey, « c'est fabuleux avec les workflows, on codera plus ça en dur, on va mettre ça en XML. » Puis là, l'XML, les éditeurs, avec des éditeurs, les gens vont pouvoir les éditer, les modifier. Un peu comme aujourd'hui, on donne à les utilisateurs la capacité de modifier leur rapport. C'est quand même quelque chose qui existe depuis une dizaine d'années. Maintenant, on s'entend tous que c'est absolument le super power user qui va être capable de modifier ses rapports parce que donc tu as une ressource sur 100 qui modifie les rapports puis 99 autres qui les consomment. Mais on pense que peut-être le même paradigme pour arriver au niveau des workflows. Tu auras une personne qui, elle, viendrait modifier les workflows quand le domaine d'affaires change un peu, sans qu'on ait formellement besoin de modifier l'application. Mais visuellement, si on veut faire c'est ça, possible. Visuellement, tu drag and drop tes activités que tu as bâties mais pour faut ton que tu leur domaine fournisses d'affaires. des activités qui sont proches de leur domaine d'affaires. Absolument. Il faut que tu fasses un niveau d'abstraction. Hein. Puis c'est là que peut-être un DSL visuel serait intéressant pour, par exemple, les analyses d'affaires.
Ou, à quelque part, tu peux une approche encore plus simple, c'est bâtir un DSL embarqué par-dessus Workflow en nommant des bons noms sur tes activités. Tu leur donnes un vocabulaire qui est, tu sais, si quelque chose s'appelle facture, puis l'autre c'est traité, donc ils sont capables de jumeler ça, puis avec un certain séquencement réussir à reproduire le domaine d'affaires qu'ils voudraient bien faire. Peut-être que je fabule un peu, là, mais... Écoute, on parle de workflow, tu sais, il y a des standards comme Beeple, dans le fond, puis Beeple for Web Services. Dans le fond, ça vient au débat textuel versus graphique encore une fois. Là. Je pense encore une fois, c'est une question de peut-être que le visuel, tu vas chercher plus de personnes. C'est plus facile à utiliser. Mais je pense que c'est juste un genre de quick allure qu'on appelle. Après ma barre, ça semble être plus facile. Mais plus que le problème inhérent de la modélisation est là, tu te rends compte rapidement que finalement que t'es encore au même point de départ. Ça dépend du problème à quelque part. Par exemple, si on regarde tous les traitements de ETL, extraction, transform, load, chargement des données, ça se fait aujourd'hui avec des workflows, avec la plateforme SQL. Ouais. Ça se traite très bien à ça parce que justement, c'est un séquencement d'activités. Fais ça, fais ça, fais ça. Donc là, c'était probablement très approprié. Mais utiliser un workflow, par exemple, pour représenter quelque chose qui se passe beaucoup en parallélisme, ça serait probablement une solution suicidaire. Donc, ça devient juste un autre outil dans notre fameuse panoplie d'outils pour être capable de bâtir un bon framework d'entreprise, des bonnes fabriques de logiciels. Ça revient toujours juste comme un autre outil dans le coffre, dans le gros coffre à outils. Oui. Écoute, on a parlé que le besoin de tout ça, c'est encore là augmenter le niveau d'abstraction, donc de donner la chance aux développeurs, parce ça cible toujours les développeurs dans un premier temps, d'exprimer leurs solutions sous forme déclarative plutôt que sous forme procédurale, ou en tout cas sous forme, pas avoir à dire le comment, mais juste dire ce qu'ils veulent. Le futur de ça, tu vois comment, dans ta boule de cristal à toi, là, t'es-tu capable de dire, ouais, selon moi, les DSL, dans 3-4 ans d'ici, on n'en parlera plus vraiment, puis on va être rendu sur un autre buzzword où est-ce qu'on va parler des premières fabriques de logiciels parce que les outils de Microsoft vont finalement être là. Ou non, on va en parler beaucoup, mais on va avoir complètement la terminologie va avoir morphé. Je fais un anglicisme, comment je dirais ça en bon français, va avoir évolué pour faire en sorte que grosso modo, maintenant, faire des DSL, c'est bâtir son propre langage embarqué par-dessus un langage dynamique comme à la Ruby. Tu vois ça évoluer vers quel axe? Et puis là, je te donne 2 choix, puis c'est peut-être un 3e choix que tu vois, ou c'est peut-être aucun de ceux-là dans la mesure où tu vas dire, ben garde, je suis pas devin. Ouais, ben je pense que j'aurais plus de chance à pouvoir dire ça va être quoi la météo dans une semaine que répondre à ça, là. Mais écoute, je peux au moins te dire où est-ce que moi j'aimerais ça que les choses s'en aillent, ou si ça va être vers là, je sais pas. Mais il y a tout un domaine de la recherche qui pousse vers ce qu'on appelle de la synthèse de système. Finalement, c'est que tu exprimes en fait les règles puis les requis. Donc, ils s'attaquent vraiment au problème de représenter les requis. Puis eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils génèrent le système. Donc, je pense à Marc Frappier, qui est à l'Université de Sherbrooke, qui travaille sur ça. Donc, ça, c'est une chose. Donc, eux, ils génèrent un langage à partir des requis, puis où ils génèrent tout le système, le langage plus l'implémentation. Eux autres, ils utilisent un genre de formalisme, donc un DSL, mais pour les requis. Ah, OK. Puis après ça, eux autres, ils génèrent, c'est du code Java, puis du HTML, puis tout ça, pour représenter le système. OK. Mais toi, tu t'en fous, là. Dans le fond, c'est une travailles grosse toujours avec ta noire. boîte de requis. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est déjà une approche. Je vois des affaires intéressantes qui sortent de Microsoft Research, comme Spec Sharp. Puis un autre que j'ai vu récemment qui était à Opsla. Je m'en souviens plus trop du nom, mais qui commence à... Il y a F Sharp aussi, le langage fonctionnel. Ouais, mais qui permet d'exprimer de plus en plus des contrats fermes dans les langages, puis qui permet au langage de vérifier si tu respectes ces contrats-là. Donc, ton paramètre est toujours plus grand qu'une certaine valeur, un peu ce que iFill offre, là. Donc, finalement, le logiciel est capable de vérifier certaines cohérences dans ton programme. Le problème, par exemple, c'est que la courbe d'apprentissage de ce logiciel-là est plus haut. Mais de l'autre côté, par exemple, la qualité de ton code qui en sort est plus grand. Puis en plus de ça, tu réussis à exprimer plus ce que tu veux et moins des fois
pas juste comme le comment. Tu sais, souvent, tu vas faire un test dans un code, mais tu n'exprimes pas vraiment pourquoi tu fais le test. Tu sais, mettons, tu dis, if null, je fais ça, au lieu d'exprimer que dans ton contrat, le paramètre doit jamais être nul. Puis en fait, c'est pour ça que tu le testes. Okay. Donc, ces genres de choses-là, je trouve ça intéressant. À part de ça, je pense pas qu'on va faire du logiciel très, très différemment dans 5 ans d'ici. Mm-hmm. Si on réussit pas à trouver comment résoudre les problèmes intrinsèques de faire du logiciel. OK. En terminant, as-tu un site web, un livre, quelque chose que tu aimerais partager avec nos auditeurs? En fait, il y aurait un article que je vais vous faire parvenir, l'URL, c'est sur le site du ACM. Mm-hmm. Donc, il faut être membre pour y avoir accès, mais au moins on peut voir l'abstract qui, me semble que le titre, c'est When and How to Develop DSLs. Mm-hmm. Puis aussi, je devrais avoir un article qui devrait sortir sur MSDN. Un article que toi, tu as écrit? Que j'ai écrit sur comment créer un DSL avec un langage comme C#. Puis en fait, j'utilise NMOC comme un exemple d'un DSL pour le test. Okay. Puis en fait, comment qu'on est capable de mieux concevoir des DSL embarqués en utilisant certains best practices puis guidelines. Donc, dans la deuxième école, celle des logiciels embarqués. Oui, c'est ça. Si moi, je peux donner mon petit point de vue éditorial, je pense que les logiciels embarqués ont plus de potentiel à long terme à cause que justement, tu as moins d'infrastructures à bâtir. Oui, mais de l'autre côté, par exemple, on les fait déjà. Donc, ont-ils plus de potentiel? Donc, c'est ça. La question, c'est plus d'éducation puis de former. Puis en tout cas, moi, je pense qu'on n'a pas encore bien formé nos développeurs au concept juste orienté-objet. Donc, revenons peut-être au fondamental. Puis avant de... Parce qu'à trop vouloir montrer de concepts aux gens, on les perd. On est peut-être mieux de revenir à ce qui est simple. C'est un autre débat. Tout à fait. Je te remercie. En fait, c'est moi qui vous remercie beaucoup, Mario et Guy, de m'avoir aujourd'hui. C'était intéressant. On est embarqué dans une discussion presque philosophique à un certain niveau, en tout cas très abstrait, mais qui sont nécessaires. Oh, c'est le fun. On navigue avec les sujets qui sont abstraits et concrets, là, puis c'est le fun de naviguer entre ces deux types de sujets-là. Puis, nous, on fait la pause, on revient avec les actualités, puis on te reparle d'ici la fin. Guy, quelles sont les actualités qui ont retenu ton attention? Eh boy, j'ai pas grand-chose. Ça varie de podcast en podcast. Des fois, j'en ai pour une demi-heure, mais là, je veux dire honnêtement, à part que Visual Studio 2008 et Team System 2008 vont sortir tel que prévu, je pense, en 2007, donc fin novembre, début décembre, quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est encore on track. Oui, ça semble assez clair là, que ça va être en 2007 que le produit va sortir. Oui, pour ceux qui se demandent, là, ils voient sur le site de Microsoft ou ailleurs, le gros lancement, là, ça va être en février. Donc, la grosse tournée nationale où il va y avoir un gros show un peu partout, là, c'est en février, fin février. Mais les abonnés MSDN vont pouvoir télécharger la version finale au fin novembre, début décembre. Ça veut-tu dire que les personnes qui développaient avec 2005, ils devraient upgrader à ce moment-là, d'après vous autres? Ou... Ce qui est intéressant, c'est que 2008, tu peux l'installer side by side sur une machine, sur un poste de travail qui a 2005, sans tout casser 2005. Donc ça c'est avantageux. C'est un projet qui est en cours, puis t'es dans une itération, là, tu continues avec 2005, non, tu continues. Mais si tu as peut-être quelque chose qui démarre, parce que des fois on n'est pas sûr sur un projet, là tu peux peut-être décider que celui-là tu le démarres en 2008. Ce qui est le fun, c'est que 2008, Visual Studio 2008, c'est le premier outil de développement là, dans la série .NET là, qui supporte le multi-framework. Donc, tu peux développer une application qui target le framework 2.0, 3.0 ou 3.5. Contrairement à Visual Studio 2005, que lui, c'est 2.0 point. Et puis 2003, qui était 1.1. Donc, ça c'est quelque chose qui est intéressant. Ça veut dire aussi que même en 2008, tu pourrais dire, je veux cibler 1.1? Non. Faut pas trop en demander, là. Guy, une annonce qui va avoir un impact sur le monde .net, c'est l'achat de Cognos par IBM.
Oui, ça a sorti cette semaine, lundi, oui. Donc, IBM a acheté le fabricant de logiciels ou d'outils de reporting, de data mining, d'analyse de données, Cognos, qui est une compagnie canadienne. 4,9 milliards, là, quelque chose comme ça, et des poussières. Donc, ça veut dire on va se retrouver à avoir des gros joueurs comme Microsoft d'un bord, IBM de l'autre bord, qui ont leur propre solution qui cible en tout cas le domaine des Cubolab et tout. Ben, je serais pas fin, là, mais je vais dire que bon, les compagnies que IBM achète meurent de leur belle mort. Donc, peut-être que Cognos ou les outils Cognos vont mourir de leur belle mort chez IBM. Et puis, on va voir un essor du côté des outils d'analyse d'SQL chez Microsoft. Ouais, pensez-vous que Business Objects va se faire acheter par Microsoft? Parce que ils sont pas up for grabs eux autres aussi. Business Objects vient de se faire acheter par Oracle ou SAP. SAP, oui. SAP. Ouais. Donc là, on se retrouve avec les gros joueurs qui se positionnent. En fait, ce que j'ai lu un article dans le Globe and Mail, là, j'étais à Toronto, et ce qu'il disait, c'est que Cognos était la dernière compagnie dans ce range-là de prix-là, 5 milliards, qui restait à acquérir, qui était encore indépendante là, sur le marché. Ce que ça démontre juste, c'est que les gros joueurs ne peuvent plus pas avoir une offre du côté intelligence d'affaires, BI. Absolument. Puis c'est donc là, essentiel. c'est essentiellement, tu as Microsoft d'un bord, IBM, SAP, Oracle. Puis ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est la collision des gens qui arrivent du côté serveur, comme Microsoft, qui ont développé eux autres par le serveur, puis les business objects de ce monde, qui eux autres offraient plus une solution client originalement pour faire du reporting, puis que là, essaient de jumeler à leur offre des serveurs. Puis forcément, là, ce monde-là se frappe... C'est sûr, parce que c'est un mariage intéressant. Là. Puis c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'argent en jeu. Donc c'est pour ça que tout le monde veut arriver avec des offres... Absolument. Donc, écoute, c'est à peu près tout, là, ce qu'on a. Du côté groupe utilisateur Visual Studio de Montréal, qu'est-ce qui s'en vient en décembre? On a deux meetings en décembre. Lundi, le 3 décembre, on a notre ami Stephen Forte, qui est le Regional Director à New York, USA, qui va venir nous parler de SQL Server 2008. Donc, des nouveautés pour les développeurs dans SQL Server 2008. Ça devrait être pas mal intéressant pour ceux qui ont déjà entendu parler de Stephen Forte. Très bon conférencier. Il est venu, je pense, il y a 1 an à peu près. Là. Super bon conférencier. Là, le fun à entendre. Là. Puis la semaine d'après, là, c'est un autre très bon conférencier de la région métropolitaine qui va parler au groupe utilisateur. En l'occurrence, toi-même, Guy. De moi-même en personne. Donc, tu vas parler des nouveautés de Visual Studio 2008. Il y en a peut-être qui ont vu ma présentation au Code Camp où j'avais fait une présentation finalement sur les nouveautés de l'environnement de développement, donc de Visual Studio 2008, le nouveau tooling, là, tout ce qui peut se retrouver à l'intérieur. J'avais eu un petit peu moins qu'1 heure. Là. Donc là, je vais avoir 2 heures là, pour parler en long et en large de tout. Toi, c'est vraiment du côté IDE, l'environnement de développement. Absolument. Je ne parlerai absolument pas des nouveautés dans les langages, tout ça. Ça, je pourrais faire une autre présentation parce que là, il y a du stock, il y a le fun dans les langages, des nouveautés dans les langages. Puis en janvier, on a Étienne Tremblay qui va venir nous parler des nouveautés du côté Team System. Exactement. Donc on fait comme 2 présentations séparées. Je vais focusser sur Visual Studio 2008, le tooling, là, finalement, en arrière. Et Étienne, en janvier, va parler de Team System. Merci bien, Guy. James, on te remercie encore une fois. Ouais, merci beaucoup. D'avoir pris le temps de nous démystifier tous les concepts qui touchent les langages dédiés. Puis, nous, la prochaine émission, Guy, c'est dans 2 semaines. On va enregistrer ça pendant le DevTeach. Oui, on va être à Vancouver. C'est une émission un peu spéciale qu'on va vous concocter. On va ramasser un paquet de propos. Probablement qu'on va avoir des bouts en anglais parce que malheureusement... Certainement qu'on va avoir la majorité des conférenciers sont anglophones. Absolument. Mais pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, on s'excuse, mais on se doute qu'une grosse partie de notre auditoire quand même maîtrise assez bien la langue anglaise pour apprécier ce qu'on va vous préparer pour le spécial DevTeach. Puis, c'est ça. On vous revoit... dans une couple de semaines. Fin novembre, début décembre. Exactement. Au revoir.
Visual Studio Talk Show.